entretiens des patriotes, bonjour à tous. Macron, Charles III, Versailles, un festival de Cannes indécent, du homard, sinon rien. Avant de répondre à ces questions et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez la routine, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de me consacrer essentiellement à la réinformation en me finançant à l'aide de ces merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur Jérôme Lapierre, Alain Braise, Yvette Poré, Michel Nalamène, Claudine Warin, Jean-Luc Clédevant. Merci à eux du fond du cœur. Et aujourd'hui, je voudrais quand même encore faire un merci supplémentaire à ces donateurs parce qu'hier, ma vidéo n'a pas été monétisée pour une raison qui est complètement inconnue. Vous voyez que je suis attaqué à peu près quotidiennement. La réinformation dérange. Oui, c'est un véritable sport de combat. Et n'hésitez pas à m'aider juste par un petit pouce levé, un gentil message et la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. Merci à vous. Et puis, il y a certains trolls qui se mélangent à ceux qui écrivent des gentils messages et qui essaient de décourager ceux qui soutiennent cette chaîne. J'en parlerai à la fin de cette vidéo. Mais on va commencer par l'information qui me semble la plus importante. Guerre en Ukraine, la Pologne annonce ne plus fournir d'armes à Kiev. C'est un véritable coup de tonnerre parce que la Pologne était très engagée à côté de Kiev. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Officiellement, c'est un désaccord sur les céréales. En effet, les céréales ukrainiennes viennent concurrencer les céréales polonaises et la Pologne a fermé ses frontières donc aux céréales ukrainiennes. Le différend s'est en quelque sorte envenimé et vous connaissez donc la suite. La Pologne annonce ne plus fournir d'armes à Kiev. Lorsqu'un pays d'une coalition se retire, on sait très bien que c'est le début de la débandade. Et puis, il faut aussi ajouter quelque chose. Il y a de très nombreux réfugiés ukrainiens en Pologne. Il y a encore 3 semaines, la Pologne avait affirmé qu'elle allait expulser ces réfugiés ukrainiens. Mais voilà, beaucoup sont de culture polonaise, puisque à l'est de l'Ukraine, la ville de Lviv est peuplée majoritairement de Polonais. Je me rappelle les prédictions de notre ami Xavier, qui avait expliqué que la Pologne, à la fin du conflit, finirait par lorgner sur cette province de Lviv qui appartenait autrefois à la Pologne. À suivre, donc, nous allons passer maintenant à l'information française, la réception de Charles III à Versailles. Alors la journée avait commencé par une montée des Champs-Élysées, alors que le roi Charles III et Emmanuel Macron sont en train de descendre les Champs-Élysées, des huées contre le président de la République retentissent dans la foule. Mais vous le savez, les journalistes aux ordres ont des problèmes auditifs. Eux, ils n'ont entendu que des applaudissements et des vivas. Autrement dit, il va falloir débunker cette journée parce que lorsque je lis les comptes rendus, il n'y a que des qualificatifs élogieux. Une organisation parfaite, un dîner historique. Les Français applaudissent Macron. On les sent très admiratifs, ces journalistes. Oui, vous avez l'habitude, ils servent en effet de service après-vente de la communication d'Emmanuel Macron. Mais la réalité est toute différente. Cet événement a été catastrophique pour l'image d'Emmanuel Macron. Et on pourrait même utiliser un autre titre, le homard m'a tué. Alors on va repérer les premières fausses notes et notamment le drapeau français. Alors qu'il y avait une cérémonie émouvante, comme toujours, le ravivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe, eh bien le drapeau français était déchiré. C'est plus qu'une honte, c'est un signe macronien de la providence. Oui, comme si ce drapeau français était une image de notre pays déchiré en lambeaux sous le règne d'Emmanuel Macron. On s'était à peine remis de cette image stupéfiante que l'on voit encore une fois notre tripoteur national Emmanuel Macron. Il ne peut pas s'empêcher de poser ses mains partout, celui-là. Il faut savoir qu'on ne touche pas un monarque, et encore moins un monarque anglais. C'est d'ailleurs ce que rapporte la presse anglaise. Il avait commis déjà ses impairs au Japon. Il ne peut pas s'empêcher. Et dans la presse aux ordres, on nous dit c'est pas si grave que ça. Eh bien si, puisque les Anglais ont été très choqués par l'attitude du président de la République.
Par la suite, il s'est offert un bain de foule rue Saint-Honoré, mais on a su que c'était une forme de village Potemkin. C'est ce que nous rapporte d'ailleurs Alexis Poulain. Ceci est une zone de protection en état d'urgence prévue par la loi SILT. Une authentique mise en scène. En effet, certains Parisiens ont bien rapporté qu'ils ont été bloqués, empêchés d'approcher le chef de l'État. Ceux qui ont pu entrer dans cette zone protégée grâce à la loi SILT avaient été sélectionnés, triés par le service d'ordre. Une énorme mise en scène, et que dire des commentaires de la presse aux ordres. Il nous explique que vous voyez bien, Emmanuel Macron est très populaire auprès des Français puisqu'il se permet des bains de foule. Honte, honte à ces journalistes qui participent à un montage de pure propagande. Et puis on va regarder la tête du chef de l'État et on constate que les cheveux du dessus ne sont pas raccords avec la nuque. Est-ce qu'il y aurait une coloration, une moumoute? C'est à vous de me le dire. Par la suite, on a appris que Charles III en France, donc, le roi rencontrera Bernard Arnault en tête-à-tête à l'ambassade britannique. Mais pourquoi Bernard Arnault rencontrerait-il l'ambassadeur? Est-ce que c'est lui le président de la République française? En tout cas, c'est ce que sous-entend François Asselineau. Charles III va s'entretenir en tête-à-tête avec le président de la République, Bernard Arnault. Pendant cet entretien au sommet, le majordome du président Arnault, un modeste employé de LVMH nommé Macron, nettoiera les sièges et fera reluire les chromes de la berline présidentielle. Manifestement, Bernard Arnault a des privilèges que les autres Français n'ont pas. Et la journée va s'achever en apothéose. Le dîner de gala. Et là, les Français ébahis découvrent une mise en scène type Festival de Cannes. En effet, les invités arrivent les uns après les autres, marchent sur un tapis rouge et prennent la pose devant les photographes. Est-ce que c'est un dîner diplomatique ou un événement mondain, j'ai envie de dire quelque peu vulgaire? On voit apparaître donc les célébrités, Charlotte Gainsbourg, Carole Bouquet, Mick Jagger, Hugh Grant défiler sur ce tapis rouge. Certains ont trouvé que Charlotte Gainsbourg ne représentait pas vraiment l'élégance française. À vous de juger. Et puis, j'ai presque envie de dire, c'est le gros morceau, l'invité le plus prestigieux. Je veux parler de Jacques I. Mais oui, c'est l'invité le plus prestigieux. Que serait un cocktail onéreux, un dîner à la note astronomique sans le numéro 1 des piques-assiettes, Jack Lang? Certains d'ailleurs se sont posé la question de sa présence. Qu'est-ce qu'il sait sur Emmanuel Macron pour être encore invité? Je vous laisse répondre à cette question. Le dîner peut commencer. L'inflation, c'est pour les pauvres. Le homard, c'est pour les voleurs. Le peuple, c'est l'employé. Oui, un repas excessivement cher, servi à 160 invités, avec du vin qui n'est pas véritablement de la piquette. Flash des doubles magnums de Château Mouton Rothschild 2004 d'une valeur de 2 772 € chacun seront offerts aux 160 convives comprenant des milliardaires, des politiciens, des sportifs et célébrités lors du dîner royal à Versailles ce soir. Souriez, c'est avec l'argent de vos impôts. Le prix de la réception est tellement astronomique que certains se sont indignés du montant de la note dans une période difficile. Mais vous savez que sur les plateaux de télévision, il y a des avocats du couple Macron, comme l'inénarrable Kevin Bossuet. Déjà, j'adore son nom. Kevin Bossuet, c'est l'oxymore. Le peuple français est suffisamment intelligent pour comprendre que l'on peut dépenser un peu d'argent, j'aime bien l'euphémisme, un peu d'argent, pour recevoir le roi Charles III. Nous n'allions pas l'accueillir avec des assiettes en carton et des fourchettes en plastique. Cela n'a aucun sens. C'est certain, mais on aurait pu peut-être limiter l'addition plutôt que ce grand événement mondain quelque peu vulgaire. Et c'est Mike Borowski qui répond à Kevin Bossuet. Petite question, combien coûtera aux contribuables le faste du jour au château de Versailles où mangeront des centaines d'invités triés sur le volet? J'entends certains me dire, Macron allait quand même pas inviter le roi Charles III au flinch. Je l'entends. Mais alors, pourquoi le régime macroniste communique depuis des mois sur les caisses vides et la fin de l'abondance? Et oui, augmentation des prix de l'énergie, inflation sur les produits alimentaires. De nombreux Français ne savent plus comment ils vont terminer le mois dès le 10.
Autrefois, c'était le 15. Sous Macron, c'est le 10. Pendant que d'autres festoient dans le château de Versailles. Est-ce que cela peut durer très longtemps? Eh bien, manifestement non, parce que les milieux économiques se mettent à grogner et ils ont un porte-parole, c'est François Langlais. Rançonnage, enfumage, bricolage, brigandage, pas une semaine sans une nouvelle promesse infinançable, sans un nouveau racket. Emmanuel Macron n'arrête pas de dépenser et c'est pas lui qui paie. Le ras-le-bol de François Langlais. Jamais on n'a payé autant d'impôts en 2022. Oui, ce n'est pas véritablement une ode au Mozart de la finance par François Langlais. L'extrait dans ma description, n'hésitez pas à écouter François Langlais, il est parfait pour une fois. Il reproche en effet au chef de l'État du rançonnage. Que reproche-t-il à Emmanuel Macron? Eh bien de vouloir voler les excédents des caisses de retraite pour financer ses promesses farfelues. Il reproche également l'enfumage d'Emmanuel Macron. De quoi s'agit-il? Eh bien, cela fait la une du Figaro. Vente à perte de carburant, comment l'idée d'Elisabeth Borne a viré au fiasco. En quelques jours, la proposition avancée par la Première ministre a suscité une levée de boucliers de la part des principaux intéressés. Coulisses d'un échec annoncé. Nous ne vendrons pas à perte parce que nous ne pouvons pas vendre à perte. Le PDG de Carrefour a jeté un froid ce mercredi matin à l'Assemblée nationale. C'était en effet une idée débile, parce que si la grande distribution vendait à perte son carburant, elle se serait rattrapée sur d'autres produits. Elle aurait donc alimenté l'inflation, par exemple, sur les produits alimentaires. Quant aux petites stations-service qui ne peuvent pas vendre à perte, eh bien, c'était la faillite. À tel point que, comme le dit François Langlais, il y a eu du bricolage. Qu'est-ce que c'est que ce bricolage? Devant la stupidité de la décision d'Elisabeth Borne, ils ont décidé de donner des aides aux petites stations-service. Oui, une mesure imaginée par des communicants sur un coin de table. Quant au brigandage, eh bien, vous le savez, vous avez peut-être reçu votre taxe d'habitation, une taxe foncière plus exactement, plus 7%, sans parler du passe-rail qu'a promis Emmanuel Macron et qui n'a toujours pas été financé. François Langlais reprend toutes les mesures d'Emmanuel Macron et montre que ce sont des amateurs incompétents et que Emmanuel Macron utilise un certain système économique. Il achète ni plus ni moins certaines catégories avec des subventions. Et comment appelle-t-on ce type de système? Un système clientéliste qui vire au système mafieux. Emmanuel Macron n'a plus l'argent du quoi qu'il en coûte. Il ne peut plus dépenser les milliards comme il en dépensait pendant la période de la pandémie. Alors, que fait-il? Eh bien, il continue de promettre des milliards, mais pour les financer, il déshabille Paul pour habiller Pierre. C'est un véritable désastre économique que nous présente François Langlais. Et puis, pendant ce temps-là, certains dégustent des homards à Versailles ou s'achètent des yachts de luxe, comme Danny Boom. On va plus l'appeler Danny Boone, c'est Danny Boom. L'acteur aurait créé une société offshore basée dans un paradis fiscal pour financer son yacht de luxe et échapper à 700 000 € de TVA. Quelle honte! Non, c'est tout à fait légal. Et vous avez compris pourquoi. Est-ce que ce ne serait pas un moyen pour l'État, en accordant ses privilèges, d'acheter la fidélité de tous ces artistes? Et ce qu'il y a peut-être de plus écœurant dans cette histoire, c'est que la fortune de Danny Boom, il la doit aux Français lorsqu'ils paient une place, mais également lorsque les Français paient des impôts, parce que nous savons que les films français sont financés également par le Centre national du cinéma. Et la Cour des comptes s'indigne parce que de nombreux films soutenus ne rencontrent pas leur public, comme certains films avec Danny Boom par exemple. Et on s'étonne du divorce entre les élites et le peuple de France. Prenons l'exemple de Lampedusa. Les Français sont maintenant prêts à des mesures très strictes. Migrants, êtes-vous favorable à l'instauration d'un blocus naval en Méditerranée? 69% oui, il n'y a que 30% de non. Eh bien, sur les plateaux de télévision, on n'entend que les partisans du non, comme Alexis Corbière. Lampedusa, nous devons prendre notre part pour ce problème-là. Alexis Corbière peut-il donner son adresse, qu'on puisse envoyer le problème chez lui? C'est facile de vouloir accueillir toute la misère du monde quand on n'en subit pas les conséquences. Quant
aux décideurs, dans certaines émissions bien feutrées, il balance la vérité. Jacques Attali reconnaît que les frontières extérieures de l'Europe ont été détruites. L'Europe est une passoire. Ce n'est pas qu'elle ne sait pas se protéger, c'est qu'elle ne veut pas se protéger. Jacques Attali, l'Europe ne veut pas se protéger des frontières. Tous ceux qui vous disent on va changer l'Union européenne de l'intérieur pour vous protéger se foutent de nous. C'est dans son ADN et personne n'est jamais arrivé à la changer. Et ce qui ne manque pas de sel, c'est que Jacques Attali a été un fervent supporter de la construction européenne. Oui, il est beaucoup plus facile pour Bruxelles de changer la politique d'un chef d'État que de changer la politique migratoire de Bruxelles. Vous en avez une belle illustration avec Giorgia Meloni. Elle avait promis aux Italiens que les fonds de leurs impôts iraient aux plus pauvres, qu'elle aiderait les travailleurs italiens. Elle supprime le RSA italien pour une raison simple, c'est que Bruxelles a exigé des économies. Elle avait expliqué qu'elle allait fermer les frontières de l'Italie. Elle s'est couchée devant von der Leyen et elle a accepté les migrants de Lampedusa. Et maintenant en Italie, qu'arrive-t-il ? Eh bien, les chômeurs qui ont perdu leurs 500 € par mois affrontent la police et reprochent au gouvernement de donner 1 000 € à des étrangers. Moralité, il n'y a plus d'homme politique en Europe, en tout cas dans le sens noble du terme, celui qui décide. Et la colère commence à gronder dans tous les pays européens. Comment cela va-t-il finir ? Et puis il faut s'interroger, s'il n'y a plus d'hommes politiques, qu'avons-nous à la place ? Des comédiens, des guignols, oui, qu'on appelle aussi des communicants comme Olivier Véran. Tension entre le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, et la journaliste de Mediapart, Célia Mabroukine. Il est interrogé sur la garde à vue de la journaliste Ariane Lavrieux de Disclose, dont le domicile a été perquisitionné. Ariane Lavrieux est restée 36 heures en garde à vue parce qu'elle menait une enquête, les Égyptes pas peur, une enquête très délicate pour le pouvoir macroniste. Olivier Véran confesse sur cette affaire qu'il n'a strictement rien à dire. Pour une raison simple, il n'a pas l'affiche McKinsey qui lui aurait permis d'avoir les éléments de langage pour répondre à une telle question. Oui, un communicant, mais guère plus. Quant à Priscilla Thévenot, elle, on sent que c'est son travail. Dire l'inverse, c'est son contraire. Le macronier peut dire une chose en août et son exact contraire en septembre. Il est même choisi pour cela. En août 2023, Priscilla nous explique que jamais le service volontaire sera obligatoire. Pour nous expliquer en septembre 2023, eh bien oui, il sera obligatoire. Certains ont cru, lorsqu'ils ont voté Priscilla Thévenot, qu'elle serait une élue de la République, et ils découvrent que ce n'est qu'une communicante qui est prête à dire le tout et son contraire. Mais quand on y réfléchit, c'est une véritable tromperie, arnaque politique. Et il faut que cela cesse. Et le meilleur moyen, c'est de ne pas rester dans son coin, c'est de s'agiter. 300 000 autocollants destitution déjà distribués et collés, malgré les persécutions de l'administration. On continue et on accélère, c'est le moment de nous rejoindre et de faire connaître le mouvement. Bravo à David. Vous savez que la presse de réinformation est dans le collimateur, nous subissons la censure, les shadowbans. Ils ont peur. Il ne faut pas se laisser faire. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce journal. N'hésitez pas à le soutenir, à le diffuser. Et puis, bonne journée. Au revoir.